Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, on va traiter une nouvelle question du cours de statistique. Alors, cette question, la voilà. Le chercheur se demande s'il existe un lien entre la moyenne des matières littéraires et la moyenne des matières scientifiques. Voilà la question telle qu'elle est posée. Donc, c'est une question que certains groupes peut-être ont déjà eu en cours, voilà, dans le cadre de la dernière séance. Pour ceux qui ne l'auraient pas encore eu, donc essayez d'y réfléchir, mettez sur pause, hein, le principe sera toujours le même dans ce type de vidéo. C'est que quand je pose une question comme ça, vous mettez sur pause, vous réfléchissez et vous essayez d'identifier quel test statistique ici on pourrait mettre en place pour répondre à cette question. Existe-t-il un lien entre la moyenne des matières littéraires et la moyenne des matières scientifiques? Hem, Juste une petite chose, là-dessus, je parle bien des «matières dites littéraires» entre guillemets. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on avait travaillé un peu sur notre base de données au départ, on avait décidé de calculer une moyenne des matières littéraires, c'est-à-dire qui réunissait les notes de français au bac, la note de langue vivante, la note, d'histoire géo et la note de philosophie, hein. Il y avait 4 notes qu'on avait moyennées, ça donnait une moyenne des matières littéraires et une moyenne qui valait pour tous les lycéens, quelle que soit, leur orientation, la série au bac, voilà, ils avaient de toute façon, ils allaient avoir des notes dans ces, matières-là et donc on avait calculé une moyenne pour tous les lycéens et de la même façon, on avait calculé une moyenne pour les matières scientifiques et ici, il s'agissait des matières maths, mathématiques, heu, SVT, hein, sciences et vie de la Terre et puis, physique-chimie. Donc on a fait cette moyenne et pareil, là encore une fois, tous les lycéens, lycéennes avaient obtenu une moyenne dans les matières scientifiques. Donc la question c'est: est-ce qu'il existe un lien entre la moyenne des matières littéraires et la moyenne des matières scientifiques? Alors première chose, mettez sur pause et essayez de trouver le test. Alors, j'espère que vous avez, fait cette démarche. Alors je vous rappelle que, pour trouver le test, je vous avais donné une méthodologie. La première chose, c'est d'identifier les variables dans la question, de les écrire, de définir finalement, de quel type de variable on parle ici. Donc est-ce que ce sont des variables nominales, ordinales, intervalles? Si jamais ce sont des variables nominales, on essaiera de définir le nombre de modalités, le nombre de groupes, si ce sont des groupes indépendants ou appariés. Ici, qu'en est-il? De quel type de variable il s'agit? Donc premièrement, eh bien, on a la moyenne des matières littéraires, qui est une des 2 variables qu'on peut identifier dans cette question et comme toute moyenne, comme tous les scores, la plupart du temps évidemment, mais oui, normalement un score numérique, eh bien, ça va être une variable par intervalle, hein, par intervalle signifiant que, par exemple, entre 2 moyennes, eh bien, je peux connaître l'intervalle qui sépare, la performance de 2 personnes, hein. Si quelqu'un a eu, 18, dans les matières littéraires et quelqu'un a eu 15, eh bien, on saura que l'intervalle qui sépare ces 2 moyennes, ça va être un intervalle ici de 3 points. Et évidemment, la deuxième variable, elle est facile, c'est aussi, la moyenne, mais cette fois-ci des matières scientifiques et donc c'est le même type de variable, c'est une variable par intervalle, de la même façon que pour les matières, littéraires. En tout cas que pour la moyenne des matières littéraires. Je mets toujours entre parenthèses, hein, égal numérique égal continu, car en fonction des documents, des sources, des ouvrages qu'on va consulter, les auteurs n'utilisent pas toujours les mêmes termes, donc des fois on trouvera numérique et des fois continu. Alors justement, comment maintenant trouver le test, hein? Je pense que cette partie-là, c'était pas la plus difficile, identifier les 2 variables, définir leur échelle de mesure. Je dirais que c'est un peu les bases, hein, qu'on doit maîtriser dans le cadre de ce cours et ensuite maintenant, comment savoir quel test je dois utiliser, employer pour, répondre à ma question? Et bien là, je vous, renvoie évidemment au document, qui est lié au sommaire, alors je vais revenir dessus, c'est ce document-là, voilà, ce document-là, le sommaire, du livre de Béatrice Beaufils, hein, que je vous avais présenté dans le cadre du cours et je vous rappelle toujours les 2 règles. On lit toujours du haut vers le bas en commençant par les lignes en gras. On lit toutes les lignes en gras jusqu'à ce qu'il y en ait une qui corresponde et ensuite on va regarder les tirets toujours du haut vers le bas. 2 règles à respecter absolument pour que ça fonctionne. Chacun fait ce qu'il veut, mais si on veut que ça fonctionne, il faudra respecter ces 2 règles-là. Alors, la question qui est posée, est-ce qu'une des 2 variables a 2 modalités définissant 2 groupes indépendants? Donc la question c'est, est-ce que nous, là, on a écrit qu'une des 2 variables avait 2 modalités définissant 2 groupes indépendants? Eh bien, il suffit de lire, regardez, on a écrit que c'était des variables par intervalle, on n'a pas parlé de variables à 2 modalités, ce n'est pas écrit en tout cas ici, donc on va dire que c'est pas ça.
La question suivante, c'est un peu la même chose. Est-ce qu'une des deux variables a deux modalités définissant deux groupes appareillés cette fois-ci? Bon, on reviendra un peu plus tard dans d'autres vidéos sur indépendant appareillé, mais on voit en tout cas que ça commence de la même façon, une des deux variables a deux modalités. Bon, bah voilà, hein, je pense que comme moi, vous savez lire, vous voyez bien que ce n'est pas le cas. Est-ce qu'une des deux variables est nominale? Je peux m'arrêter à nominal, je suis pas obligé d'aller lire le reste de la ligne parce que déjà à nominal, je vais dire: «OK, bah, j'ai pas écrit nominal». Donc c'est pas la peine d'aller plus loin. Ensuite, bah, c'est la même chose pour la suivante. Alors, ce qui change, c'est la fin de la phrase, hein. C'est avec K modalité définissant encore une fois des groupes appareillés, alors que juste avant, c'était des groupes indépendants, hein. Même si j'avais pas lu jusqu'au bout la phrase, on voit bien que c'est la différence entre ces deux lignes en gras ici. Une des deux variables est nominale avec K modalité définissant des groupes indépendants. Une des deux variables est nominale avec K modalité définissant K groupes appareillés. Est-ce que les deux variables sont des classements? Alors les classements, je rappelle que c'est quelque chose qu'on verra pas cette année, qui est assez peu usité, employé en tout cas dans les recherches qu'on mène habituellement dans les labos de psycho. C'est pas totalement inutile, hein, évidemment, et on peut y avoir recours. Moi, j'ai eu une fois recours à ça en 25 ans. Donc ça peut arriver, mais c'est quelque chose qu'on verra pas cette année, par manque de temps, voilà. Hein, le cours va vraiment, porter sur les tests les plus classiques et dans leurs versions les plus habituelles. Donc ça ne correspondra absolument pas à ça, hein, puisque je vous l'ai dit, on le verra pas cette année, vous l'aurez pas à l'examen. Et puis, dernière phrase, est-ce que les 2 variables sont numériques ou, encore une fois, je mets les termes, synonymes entre parenthèses, hein, par intervalle ou continu? Et bien là, il me semble que effectivement, c'est ce qu'on a écrit, par intervalle numérique ou continu, c'est effectivement ce qui est noté ici et un peu plus bas, si j'arrive à faire ma grosse flèche, voilà, ici. Donc effectivement, les 2 variables sont numériques et voilà ce qu'on vous propose. On vous propose soit une corrélation, soit une régression. Alors, corrélation, régression, voilà la réponse qu'il fallait trouver. Alors, je ne sais pas si vous l'aviez trouvé. Si vous l'aviez trouvé, ben c'est bien, et j'espère que vous gagnez en confiance progressivement au fur et à mesure qu'on avance donc dans ce cours. Alors, la question de la différence entre corrélation et régression, puisque ben, on vous propose de faire l'un ou l'autre, mais en fait, il va quand même falloir choisir. Hein. C'est pas ou au choix, faites ce que vous voulez. Non, il y a quand même des raisons qui vont nous pousser à choisir soit la corrélation, soit la régression. Alors déjà, vous voyez qu'on pourrait, faire un schéma pour essayer d'illustrer ce qu'est une corrélation, ce qu'est une régression. Donc ici, j'ai, par exemple, pour corrélation, j'ai mis 2 variables, variable 1 ici à gauche et puis variable 2 ici à droite. Et puis j'ai tracé un trait entre les 2 pour dire, ben voilà, qu'elles étaient liées, qu'on allait observer un lien statistique entre les 2. Alors elles sont liées, en tout cas, c'est ce qu'on cherche à montrer. Est-ce qu'il existe un lien entre les 2 variables? C'est la question, qui va être posée à la fois, regardez d'ailleurs, à la fois dans la corrélation et regardez aussi donc à la fois aussi dans la régression, hein, variable 1 ici, variable 2, et on trace un trait entre les deux. Alors vous allez me dire, bah, on cherche une liaison entre deux variables dans les deux tests. Bon, pour l'instant, on voit pas trop la différence entre les deux. Logique. Petite chose que je pourrais déjà dire ici, mais on reviendra dans une autre vidéo là-dessus, c'est que la corrélation et la régression, pourquoi il les propose en même temps? Pourquoi il vous dit, ben, dans ce cas-là, on va faire soit corrélation, soit régression? Parce qu'en fait, ce sont deux tests qui sont mathématiquement très proches, très liés. Je pense que je le montrerai dans la dernière vidéo que j'enverrai. Je ne sais plus si je le fais dans la vidéo ou pas, mais en tout cas, voilà, à l'occasion, si je le fais pas dans la vidéo, vous pourriez toujours me poser la question et je vous montrerai pourquoi, voilà, enfin, j'illustrerai plutôt, je vous dirai pas pourquoi, mais j'illustrerai pourquoi je vais dire que les deux mathématiquement sont très proches. Donc pour l'instant, ben, vous voyez, là, il n'y a pas grand-chose qui nous permet de savoir finalement, ce qu'on va choisir, hein. L'un ou l'autre paraît a priori, faire la même chose. Sauf que, donc quelle différence alors? Voilà, sauf que les variables ne vont pas avoir le même statut dans la corrélation et dans la régression. Vous voyez que dans la corrélation, j'appelle, les variables variable 1, variable 2. Ça veut dire que, bah, les variables sont, voilà, sont identiques et ben, on en a 2 et puis l'une, on va dire, c'est notre première, l'autre, c'est la deuxième, mais en fait, on peut les inverser, il y a aucun souci, on les prend dans le sens qu'on veut. En fait, il y a pas vraiment de sens, hein, il y a 2 variables qui ont le même statut, le même la même façon d'être traitées dans la corrélation, dans le test statistique. Dans la régression, ça va être un peu différent. On va parler alors ah oui, peut-être, j'ai fait mes diapos comme ça dans l'ordre là, donc il faut que je commande ça comme ça. Donc comme elles ont le même statut, les variables 1, variable 2, eh bien le lien qu'on va avoir entre variable 1, variable 2 dans la corrélation, c'est un lien
bidirectionnel. Vous voyez que j'ai rajouté, hein, par rapport à voilà, la petite slide d'avant, j'ai rajouté des flèches. Et vous voyez que les flèches, elles vont dans les deux sens, c'est-à-dire que bah, les deux variables entrent en interaction, s'auto-influencent l'une et l'autre. Ah, c'est pas tout à fait juste de dire influence, auto-influence ici, mais disons qu'elles covarient, elles covarient, et c'est pas une variable qui va faire varier l'autre, mais c'est un phénomène qu'on observe où les deux variables vont évoluer d'une manière symétrique ou opposée, ou alors non, ou alors il n'y aura pas de lien, hein, ça sera la troisième possibilité, il n'y aura peut-être pas de lien. Mais s'il y a un lien, peut-être qu'elles vont évoluer dans le même sens, qu'elles vont évoluer dans des sens opposés, sans que, et encore une fois j'insiste, sans que l'une influence l'autre, c'est-à-dire on parle ici de covariance, on parle ici de covariation, et c'est ça qui est en jeu dans la corrélation. Il y a deux variables dont on observe que les variations sont partagées à un moment donné. Dans la régression, je disais, les variables n'ont pas le même statut, donc je reviens sur cette assertion, et elles n'ont pas le même statut, et du coup, ben, elles vont porter des noms différents, et on va pouvoir les nommer de manière différente. Cette fois-ci, on ne dira pas variable 1, variable 2 de manière indifférenciée, mais on va les nommer différemment. Et la flèche qui va caractériser le lien qui unit les deux variables, ça va être une flèche qui va être unidirectionnelle. Dans la corrélation, elle était bidirectionnelle, elle allait dans les deux sens pour illustrer l'idée de covariation. Ici, dans la régression, on voit clairement qu'il y a une variable qui va influencer l'autre variable. Donc ici, en l'occurrence, pour l'instant, c'est la variable 1 qui va influencer la variable 2. Et on va parler ici de variables. Oulala, j'ai fait une erreur dans ma slide, je suis obligé de corriger ça. La VI est évidemment à gauche, vous voyez, j'ai fait, voilà, sûrement un mauvais copier-coller ou je ne sais pas ce que j'ai fait. Donc je corrige tout de suite cette erreur, j'enregistre et je reprends la diffusion du diaporama. Vous voyez qu'elles n'ont pas le même statut, ils vont porter des noms différents. Et à gauche, on va trouver la variable indépendante qui va influencer la variable dépendante. Alors on dit variable indépendante parce que vous voyez qu'il n'y a rien ici sur cette variable indépendante, il n'y a aucune flèche qui vient euh, l'influencer, qui vient nous dire comment elle va varier. Cette variable indépendante, elle est indépendante parce que rien, elle ne dépend de rien. Vous voyez qu'il n'y a pas de flèche qui vient vers elle. Par contre, elle va influencer par ses variations, hein, donc en variant, la variable indépendante va influencer les variations de la variable, du coup, qu'on va nommer variable dépendante. La variable dépendante, elle dépend de quoi? Elle dépend de la variable indépendante. Donc, on a un lien ici qu'on va aussi qualifier de lien de... Oui, bah évidemment, hein, si j'avais une faute, elle est aussi ici, donc je vais la corriger tout de suite. Désolé pour cette petite erreur. On relit jamais assez, vous voyez, il faut toujours prendre le temps de relire ce qu'on fait. Voilà, donc on va parler aussi de lien de cause à effet. Dans la régression, on a un lien de cause à effet, on a une variable indépendante qui influence une variable dépendante, et c'est ça la différence avec la corrélation, corrélation dans laquelle évidemment ben, les variables ne s'influençaient pas l'une l'autre, mais par contre on observait qu'elles covariaient. Alors un exemple souvent donné pour illustrer la corrélation, euh, c'est par exemple, alors j'essaie de me souvenir, hein, parce que je vais pas repréparer cette anecdote, mais euh, c'est une recherche qui montrait que le nombre de prix Nobel d'un pays, donc un pays avait pu obtenir dans son histoire, donc il y a des pays qui en ont beaucoup, les États-Unis par exemple, est un des pays qui a, je pense, le plus grand nombre de prix Nobel, en sciences en tout cas, hein, mais donc cette recherche dont je parle là, c'est une recherche qui montrait que le nombre de prix Nobel était très corrélé euh, à la consommation de chocolat d'un pays. Plus un pays consommait de chocolat, et plus on observait aussi que les pays obtenaient de prix Nobel. Mais attention, attention, corrélation n'est pas causalité, donc il n'y avait pas de lien cause à effet, c'était juste une corrélation qui montrait ça. Plus on mangeait de chocolat dans un pays, plus on observait parallèlement aussi que ce pays obtenait un plus grand nombre de prix Nobel. Alors c'était une corrélation statistique, évidemment, et c'est pas une tendance parfaite, c'est pas une tendance linéaire parfaite, évidemment, mais c'était une tendance qui était relativement forte dans mes souvenirs, et donc voilà, on avait une covariation qu'on observait. Et aucune des deux variables n'influençait l'autre. En fait, par exemple, c'est des personnes qui peut-être n'auraient pas voilà, de formation scientifique pourraient dire
oh, ben, plus je mange de chocolat, plus je vais obtenir, plus on a de chances d'obtenir un prix Nobel. Voilà une interprétation qui serait absolument trop facile et qui ne correspondrait pas du tout à la réalité. On n'aurait pas démontré que le fait de manger du chocolat permet d'obtenir un prix Nobel. Non, en fait, ce qui se passait, c'est que il y avait une troisième variable dont il fallait tenir compte et qui allait influencer les deux autres. C'est-à-dire que, bah, il y avait une variable qui allait faire augmenter le prix Nobel, le nombre de prix Nobel dans un pays, et qui allait faire augmenter la consommation de chocolat dans ce même pays. Donc c'était une troisième variable qu'il fallait aller chercher et qui, elle, par contre, elle allait influencer les deux autres. Et cette troisième variable, bah, c'était simplement la richesse du pays, hein, le niveau socio-économique du pays. Parce que, évidemment, un pays riche est un pays qui peut développer son éducation, ses universités, la recherche, payer des chercheurs, les retenir, hein. On voit que des fois, on parle de fuite des cerveaux dans certains pays et les cerveaux vont dans les pays riches parce que bah, ils vont avoir des moyens pour travailler, ils vont être mieux payés, enfin voilà. Et donc, plus un pays est riche, plus il peut développer bah, ses talents ou faire venir des talents. Et évidemment, bah, potentiellement, bah, c'est là que va jouer peut-être plus tard des prix Nobel, quoi, hein, puisqu'on a les talents, on a la recherche, on a les moyens de faire de la recherche, de faire de la recherche très pointue, donc on va peut-être obtenir des prix Nobel en plus grand nombre, hein. Donc l'idée, c'était de dire, bah, un pays riche va avoir plus de prix Nobel, et parallèlement, bah, le chocolat, c'est quand même quelque chose qui coûte assez cher, même si bah, dans nos pays, on a l'impression que c'est relativement simple d'aller dans un supermarché d'acheter une tablette de chocolat, mais c'est un produit quand même de luxe, le chocolat. Déjà, c'est pas une denrée qui est nécessaire à la vie, à la survie. Et puis, donc c'est du confort, c'est du luxe, et c'est quelque chose qui coûte relativement cher et que dans les pays pauvres, on va beaucoup moins consommer que dans les pays riches. Donc, quand on est dans un pays riche, on peut se permettre d'acheter du chocolat, d'en manger en plus grande quantité. Donc en fait, voilà l'explication de la corrélation qu'on pouvait observer entre nombre de prix Nobel et quantité de chocolat consommé par les habitants de ce pays. Eh bien, c'était simplement qu'il y avait une troisième variable dont il fallait tenir compte, qui était le niveau de richesse, le PIB, le niveau socio-économique, enfin tout ce que vous voulez, qui expliquerait en fait qu'on peut à la fois se payer du chocolat et avoir de bons chercheurs. Donc la corrélation, eh bien, elle ne démontre aucun lien de cause à effet, alors que la régression, elle, va montrer un lien de cause à effet. Donc voilà la différence entre les deux. Donc maintenant, la question c'est, bah, par rapport à ce qui nous est demandé ici, le fait qu'on se demande s'il y a un lien entre la moyenne des matières littéraires et la moyenne des matières scientifiques, est-ce que dans cette question, on entend, on sous-entend qu'il y aurait un lien de cause à effet? Y a-t-il un lien de cause à effet? Je me pose la question, est-ce que bah, les résultats que je vais obtenir dans les matières littéraires vont influencer les résultats que je vais obtenir dans les matières scientifiques? Ça me paraît extrêmement compliqué de penser comme ça. Et puis vice-versa, hein, est-ce que les résultats dans les moyennes scientifiques pourraient influencer les résultats dans les matières littéraires? Je ne suis pas sûr du tout de cela. Euh, alors peut-être qu'effectivement que les deux vont dans le même sens, hein, on pourrait imaginer qu'on peut obtenir des bons résultats dans les deux, mais peut-être que ça serait expliqué encore une fois par une troisième variable, hein. Dans ce cas-là, comme on en a parlé à l'instant pour le chocolat et les prix Nobel, eh bien peut-être qu'il y aurait une troisième variable qui viendrait expliquer une covariation de ces deux variables-là, de ces deux moyennes, hein. Enfin, on va évoquer dans un instant les différents types d'hypothèses qu'on peut envisager en termes de covariation, mais voilà, je ne vois pas a priori comment je pourrais dire que les résultats que quelqu'un va obtenir, je ne sais pas, au début juillet, là, dans le matière littéraire de son bac, vont influencer les résultats qui vont sortir en même temps. Vous voyez, quelque chose qui cloche, qui va pas, quoi, qui ne fonctionne pas ici. Donc, on ne va pas penser qu'il y a un lien de cause à effet ici. On pense en tout cas que c'est pas ça qu'on veut tester. Nous, ce qu'on veut tester, c'est est-ce qu'il y a une covariation de ces deux moyennes, est-ce qu'elles covarient, et c'est ça qu'on veut observer, donc à travers une corrélation tout simplement. Donc, on va ici faire une corrélation. À travers cette question, et c'est ce que j'essayais de ne pas dire il y a un instant parce que j'allais y venir dans cette slide-là, mais à travers cette question, on pourrait imaginer trois idées. Vous voyez, j'ai fait deux échelles représentant les moyennes qu'on pourrait obtenir dans les matières littéraires à gauche et puis dans les matières scientifiques à droite ici. Et vous voyez, j'ai fait une échelle qui va de 0 à 20. Voilà, bon, j'ai gradué juste pour montrer que c'était une échelle, mais bon, voilà, ça, c'est juste pour illustrer. Et, euh, et donc, on pourrait imaginer que des personnes
qui ont des résultats moyens dans les matières littéraires, ces personnes-là obtiennent également des résultats moyens dans les matières scientifiques. Et puis que des personnes qui obtiennent des résultats élevés dans les matières littéraires obtiennent des résultats élevés dans les matières scientifiques. Et puis que des personnes qui ont des résultats faibles dans les matières littéraires obtiennent des résultats faibles aussi dans les matières scientifiques. Alors à chaque fois je dis littéraire en premier parce que je l'ai mis à gauche, mais je pourrais dire scientifique en premier, hein. Les personnes qui obtiennent des résultats faibles en matière scientifique obtiennent des résultats faibles dans les matières littéraires. Alors, ça peut aller dans les deux sens. Dans les deux sens. Donc ça, c'est une première hypothèse, et c'est une hypothèse, je dirais, d'homogénéité, c'est-à-dire qu'on considère que les gens ont des résultats homogènes. Il y a une tendance dans la population à obtenir des résultats homogènes. Quand on est bon dans un domaine, on est bon dans l'autre. Quand on est moyen dans un domaine, on est moyen dans l'autre. Quand on est mauvais dans un domaine, on est mauvais dans l'autre. Quel que soit ce domaine, il n'y a pas d'influence de l'un sur l'autre, donc voilà, on les prend dans l'ordre qu'on veut. Euh, donc on pourrait imaginer une tendance à l'homogénéité. Alors certains diront, ben oui, pourquoi pas. Alors comment on pourrait expliquer ça? Sur le plan psychologique, par exemple, après, je pense qu'il pourrait y avoir peut-être plein d'explications, mais on sait que, par exemple, si on s'intéresse un peu à l'intelligence, je pense que vous avez eu des cours là-dessus cette année, peut-être même déjà l'an dernier, je ne sais plus, mais sur l'intelligence, il y a différentes théories qui montrent qu'il y a plusieurs facteurs dans l'intelligence, intelligence fluide, cristallisée, alors évidemment, je ne les ai pas tous révisés, mais la mémoire à court terme, mémoire à long terme, il y a plusieurs facteurs comme ça qui vont composer la notion d'intelligence d'après les théories. Euh, ah là 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 là, ma mémoire me fait défaut ce matin. Mais bon, bref, je retrouverai le nom plus tard. Mais dans les théories, voilà, les plus véhiculées, on sait qu'il y a un certain nombre de facteurs qui vont définir l'intelligence et et, euh, ce que je veux dire aussi, c'est que en fait, il y a une tendance qui a été montrée dans la population euh, que bah, les gens, nous, vous, n'importe qui, enfin, on avait tous tendance à être équilibrés. Alors, c'est pas qu'on a tous tendance, c'est qu'il existe une tendance dans la population à être équilibré dans les différents domaines de l'intelligence. Voilà, j'ai un peu de mal à replacer un petit peu, à retrouver mes mots et à replacer les choses bien comme je voudrais les dire, mais c'est ça, c'est qu'il a été montré qu'il existait ce qu'on va appeler du coup un facteur G, un facteur général d'intelligence, qui en fait, comment on le définit? On le définit comme la tendance qu'on observe dans la population générale à être équilibrée dans les différents domaines de l'intelligence. Donc en fait ici, si on commence à imaginer peut-être que les lycéens et les lycéennes avaient des résultats homogènes, ou en tout cas qu'on observe une tendance chez eux à avoir des résultats homogènes, eh bien on pourrait penser à cette notion de facteur général d'intelligence qui viendrait expliquer ça, le fait qu'on soit équilibré dans les différents domaines de l'intelligence, eh bien, nous permettrait peut-être d'obtenir des résultats équilibrés dans les différentes matières, dans les différents domaines qu'on va étudier dans le cadre du lycée. Donc ça pourrait être une première hypothèse qu'on recherche avec une première explication. Alors l'explication n'est pas pour l'instant très importante parce que là on est au niveau des stats, hein, mais si vous étiez dans un travail de recherche où vous avez une discussion de vos résultats, ben dans la discussion, vous pourriez dire, tiens, j'observe des résultats, une tendance à obtenir des résultats homogènes. Peut-être ça pourrait être lié ici au facteur général d'intelligence, quoi. Et ça serait une explication possible. Alors deuxième, j'ai dit qu'il y avait trois idées possibles. Pardon, là je reviens en arrière, je n'ai pas fait la bonne manip, voilà. La deuxième idée, ça pourrait être bah, une tendance. Ah oui, j'ai oublié de dire autre chose, c'est sur les résultats homogènes, puisqu'on parle de corrélation ici, on parlerait d'une corrélation. Alors corrélation, ça s'écrit petit r, hein, quand on l'utilise sur le plan statistique, qu'on utilise l'indice de corrélation, on parle du petit r ici. Et si la corrélation est positive, dans ce cas-là, on parlera, si les résultats sont homogènes, dans ce cas-là, on parlera d'une corrélation positive et donc d'un R qui est supérieur à zéro. Hein, bon, je reviendrai dessus dans quelques instants. L'autre hypothèse, donc l'autre idée, c'est de dire bah, peut-être qu'on pourrait obtenir des résultats contrastés. Donc par exemple, ici, j'illustre ça comme ça, je dis bah, des personnes qui, par exemple, ont des résultats faibles dans les matières littéraires, eh bien, peut-être que ces personnes-là auraient des résultats élevés dans les matières scientifiques. Donc vous voyez, c'est très contrasté, ça s'oppose, et bien sûr, le contraire est vrai, quelqu'un qui, enfin, est vrai. En tout cas, c'est une hypothèse ici, mais si cette tendance à obtenir des résultats contrastés
s'affirme dans les résultats qu'on va trouver, eh bien dans ce cas-là, ça veut dire que les gens qui auront des résultats élevés dans les matières littéraires auront des résultats faibles dans les matières scientifiques, comme voilà, mes petits mouvements se font ici. Vous voyez? Voilà, comme ça, comme ça. Et dans ce cas-là, on va parler d'une corrélation négative. La corrélation va être inférieure à zéro. Donc deux possibilités, des résultats homogènes peut-être, ou des résultats contrastés. Mais il existe une troisième possibilité. La troisième possibilité, c'est, et là je ne vais pas mettre situer des notes voilà, qui vont bouger sur mes échelles, j'aurais pu le faire, mais ici, ça aurait pris un peu de temps, ça aurait été un peu compliqué à bien l'illustrer, mais c'est ici plutôt l'idée qu'il n'y a aucune tendance qui se dégage, c'est-à-dire que on ne sait pas, dans la population, il y a des gens qui ont des résultats moyens dans un domaine, forts dans l'autre, ou forts dans ce domaine, mais faibles dans l'autre. Enfin, on va avoir tout type de profil, et que finalement, il n'y a pas un type de profil qui sort plus qu'un autre, et donc il n'y a pas une tendance qui s'extrait de la population. Alors, n'oubliez jamais que de toute façon, même si on montrait qu'il y avait homogénéité, ce n'est qu'une tendance. Ça ne veut pas dire que c'est vrai chez tout le monde. On pourrait avoir des gens qui auraient des profils contrastés, même si la tendance générale, ce serait l'homogénéité. Ce sont des statistiques, c'est une tendance qui peut être faible, moyenne, forte. D'ailleurs, on va en parler dans quelques instants. Donc ici, si aucune tendance ne se dégage, dans ce cas-là, on parlera d'une corrélation nulle. Il faut savoir que la corrélation, ça correspond en fait, c'est pas un calcul de base. En fait, le calcul de base, c'est la covariance normalement, hein. Je parlais tout à l'heure de deux variables qui covarient. Donc, quand on dit que deux variables covarient, on parle de covariance. Sauf que la corrélation, c'est quelque chose qui est dérivé de la covariance et c'est dérivé d'une manière que c'est une covariance en fait qui est standardisée. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça va vraiment être quelque chose d'utile ici et qui va nous faciliter la vie, c'est qu'en fait la corrélation, ces variations, elles vont être connues. Une corrélation va avoir des bornes en fait, et elle va varier, la corrélation va évoluer entre ces deux bornes. Les deux bornes, ça va être -1 plus 1. Alors attention, des fois quand je dis comment ça varie une corrélation, des étudiants, des étudiantes me disent entre 0 et 1. Alors oui, c'est vrai que des fois on a tendance à penser facilement comme ça, mais en vrai, ça varie entre -1 et +1. Et l'autre chose à laquelle il faut faire très attention, c'est que souvent je dis: «Mais alors, une corrélation de +1, c'est une corrélation, forte, voire très forte, mais une corrélation de -1, c'est quoi du coup?» Et la plupart, enfin pas la plupart, mais certains vont tomber dans le piège à ce moment-là, ils vont dire: «Bah, c'est une corrélation faible, voire très faible, hein, par opposition à une corrélation très forte». Mais non, attention, toujours se dire qu'une corrélation de -1, c'est également une corrélation très forte. En fait, quand on va juger, de la taille de l'effet dans une corrélation, on va le juger d'une manière, enfin, en utilisant une valeur absolue. C'est-à-dire que si on a une corrélation de moins, je sais pas, -0,6, 0,6, -0,6, eh bien, dans ce cas-là, on prendra ça en valeur absolue, on va juger la valeur de 0,6. Et c'est ça qui nous dira si c'est une corrélation, faible, moyenne ou importante. Alors, comment savoir si c'est une corrélation faible, moyenne ou importante? Alors ici, on n'a pas besoin de traducteur comme on en avait besoin, par exemple, dans le Qui 2 qu'on avait vu avec soit le phi, le coefficient phi, soit avec le V de Cramer. Ici, on n'a pas besoin de traducteur puisque la corrélation est standardisée, qu'on sait qu'elle variera toujours entre -1 et +1, donc on peut directement essayer d'évaluer, de juger la taille de l'effet représenté par une corrélation. Alors là, vous voyez, j'ai mis corrélation nulle au milieu pour une corrélation qui vaudrait 0. Évidemment, plus une corrélation va être proche de 0, plus elle va se rapprocher de 0, plus elle va être faible, plus elle va se rapprocher de 1, ou de -1, évidemment, si on prend de l'autre côté, plus ce sera une corrélation forte. Mais à partir de quand on va dire que la corrélation est faible, à partir de quand on va dire que la corrélation est moyenne, à partir de quand on va dire que la corrélation est forte. Et quand je dis corrélation faible, moyenne ou forte, ça veut dire que la tendance dont on parlait il y a quelques instants, par exemple tendance à obtenir des résultats homogènes dans les matières littéraires et scientifiques, eh bien la tendance va être jugée une tendance faible, une tendance moyenne ou une tendance forte. C'est ça qu'il va y avoir en jeu derrière. Alors, comment savoir ça? J'ai envie de dire, on peut se référer, comme d'habitude, au manuel de JASP. Alors, je crois que je l'ai ouvert ici, manuel, alors je ne suis pas encore allé dedans, mais comme ça permet de rappeler comment on y va. On va dans support ici,
Just Materials ici, voilà, et puis on va choisir le dernier manuel de Gus Sampson. Je peux peut-être grossir un petit peu ma page, voilà, et on va ouvrir ce PDF. C'est parti, pareil, on va essayer de grossir un peu ça. Et alors ici, je réfléchis comment on va trouver le tableau. Euh, j'ai pas vérifié, voilà, des fois je vérifie pas, mais en fait, bon, on va chercher par exemple. Euh, je me dis effect size, je sais pas. Attendez, je sais plus quel mot je dois chercher. Oups, j'ai mal tapé. Quel mot je dois chercher pour trouver directement le bon tableau? Non, bon, il va pas trouver comme ça, mais on va taper Cohen, par exemple. On va taper Cohen. Ouais, non, c'est pas le bon truc. Et si je tapais, qu'est-ce que je peux mettre d'autre? État non plus, oui, parce que là, État, il va le trouver. Alors, je cherche le bon mot. Je vais déjà aller retrouver mon Kramer. Déjà, Kramer, ça c'est bon. Ah ouais, non, mais c'était ça, voilà. Donc on cherche Kramer comme on le faisait pour le Ki 2, en fait. Voilà, je savais plus comment je faisais pour atteindre le bon tableau dans le manuel. Mais l'idée, c'est d'aller chercher Kramer. Vous voyez, on retrouve ce tableau qu'on avait déjà utilisé pour le Ki 2, mais on va remonter un petit peu. Et on a un tableau au-dessus, alors qui est découpé parce que ben, il y a un saut de page, il est découpé, mais on va dire que c'est quasiment le même tableau, hein, voilà. Et dans ce tableau-là, on va trouver, vous voyez, différents indicateurs. Vous voyez pourquoi je cherchais Cohen, parce que Cohen, c'est quelque chose qu'on voit déjà au début du tableau. J'ai cherché état, c'est quelque chose qu'on verra aussi. Mais c'est des choses qu'on verra plus tard. On va descendre un petit peu, on va aller dans la deuxième partie, sur la deuxième page ici. Et vous voyez que ben, il nous parle d'un test de corrélation, et puis il va vous dire qu'il y a différents niveaux qui vont permettre de juger de la taille de l'effet. Alors, si on regarde pour une corrélation, un coefficient R, vous voyez, coefficient de corrélation R, c'est la première ligne ici. Je vais essayer de faire ma grosse flèche comme d'habitude. Voilà, ici. Coefficient de corrélation R, on voit qu'il va vous proposer quatre niveaux. Alors, il y a les trois niveaux qu'on avait déjà vus pour le V de Kramer, qui étaient small, medium, large, qui signifient donc faible, moyen, important. La plupart du temps, on va utiliser ces mots-là. Mais là, il rajoute trivial. Trivial, ça veut. Alors, déjà, on peut le traduire par trivial, hein. Il n'y a pas de souci à utiliser le mot trivial en français. Mais on peut dire aussi que ça peut être négligeable. Oui, moi, j'aime bien utiliser le négligeable, c'est-à-dire que finalement, si on avait une corrélation ici, vous voyez, inférieure à 0,1, 0,1 ici, eh bien, on parlerait d'un effet, d'un lien de corrélation qui serait négligeable, hein. C'est-à-dire qui n'attire pas l'attention, qui ne nécessite pas qu'on porte un regard particulier dessus. C'est quelque chose de négligeable qu'on va laisser de côté. À partir de 0,1, donc vous voyez, strictement inférieur à 0,1, c'est trivial. À partir de 0,1, ça a un effet faible ici, on voit. Et puis, donc à partir de 0,1, donc on va dire que c'est un effet faible. Donc ce sont des valeurs repères toujours, hein. Donc ça veut dire que bah, si vous êtes à 0,15, eh bien vous êtes proche quand même de 0,1, vous êtes sur un effet faible. Mais plus vous allez aller vers 0,3, plus vous allez aller vers un effet médium, un effet moyen. Et plus vous allez vers 0,5, plus vous allez avoir un effet important. D'accord? Donc, quand je reprends ça, vous voyez qu'à partir de 0,5, on va parler d'un effet important. Donc, si je me situe, vous voyez ma petite flèche qui fait le haut, le bas, là, qui se lève, qui descend. Si elle est à peu près par là, donc on va dire qu'on a un effet fort. Alors, vous voyez que c'est que la moitié du chemin, mais c'est pas en termes de moitié du chemin qu'il faut penser. La moitié du chemin, ça va être déjà un effet fort. Alors, c'est pas vrai dans toutes les sciences, hein. Si on va dans certaines sciences où les gens, mais je sais pas, en biologie, où on va travailler sur des molécules dans des milieux aseptisés, fermés, dans des éprouvettes, voilà. En fait, il va y avoir très peu d'influence extérieure, ou quasiment aucune. Et bien dans ce cas-là, quand on va chercher un lien entre deux variables, on voudra un lien très fort de 0,90 par exemple, des choses comme ça. En psychologie, c'est beaucoup plus complexe. Les variables qu'on étudie, elles sont liées à énormément d'autres variables qui viennent influencer, qui viennent les influencer. On ne peut pas isoler des effets facilement en psychologie. Et même quand on fait de l'expérimentation en laboratoire, quand on essaye de maîtriser beaucoup de facteurs, malgré tout, l'être humain, c'est un être humain, et même si on peut maîtriser les facteurs extérieurs, bah, les facteurs en lui, c'est plus compliqué. Il va avoir des émotions, il va avoir de l'estime de soi, il va avoir des pensées intrusives, il va avoir peut-être je sais pas, il peut y avoir énormément de choses. On peut penser du stress, des choses comme ça, mais
C'est très compliqué d'obtenir un effet pur et du coup, en fait, c'est ce qui fait que, bah, une corrélation de 0,5, c'est déjà une corrélation forte en psychologie. Alors cette valeur-là que je vous donne, qui est issue du manuel de Jasp, en fait, c'est une valeur qui vient d'un chercheur qui est très connu, qui s'appelle Cohen. Bah, d'ailleurs, on le cite pour un autre indicateur qu'on verra plus tard. Mais Cohen, c'est un grand chercheur en statistique qui a publié énormément. C'est une référence de l'année 1977, je crois. Alors oui, je l'ai dit à l'oral, voilà, je vois que je le mets sur ma slide ici. Est-ce qu'on a besoin d'un interprète pour comprendre ce qu'elle nous dit, la corrélation? Je vous le dis, la réponse c'est non, car elle est standardisée. Comment juger de sa taille? Donc, eh bien, soit on va faire référence donc, au manuel de Jasp, c'est-à-dire à Cohen 1977, soit on peut aussi, moi j'aime bien des fois d'aller regarder un petit peu d'autres choses. Ça, c'est un article que j'avais trouvé pendant ma thèse, quand j'étais jeune chercheur, un article de Corayer et Rouanet, qui sont deux chercheurs français, des différentialistes français, qui ont publié un article en 1994 en français. Ça, c'est bien parce que voilà, on lit énormément en anglais, mais de temps en temps, c'est quand même sympathique de lire en français. Un article de 1994 sur la taille des effets et ils vont décrire une méthodologie dans leur article. Alors, ça fait plus de 25 ans que je l'ai lu, cet article, je ne me souviens plus de tout en détail, mais il parlait de la méthode des jumeaux qui leur avait permis d'obtenir des seuils, des valeurs repères, pour savoir à partir de quand on pourrait parler d'une corrélation faible, moyenne ou importante. Euh, et, euh, et donc à partir de la méthode des jumeaux. Alors il ne l'avait pas fait que pour la corrélation, il l'avait fait aussi pour d'autres thèses comme des thèses de student, mais voilà, ils avaient donné des valeurs, et vous voyez que ces valeurs, elles diffèrent un petit peu de celles de Cohen, puisque on a 0,10 pour un effet faible, donc ça c'est la même chose, 0,24 pour une corrélation moyenne et 0,45 pour une corrélation forte. Alors, à quelle valeur on peut se fier? Je dirais que ce qui est important, c'est de citer ses sources. C'est-à-dire qu'on ne vous demande pas d'être statisticien et de savoir déterminer quels sont les seuils qu'on devrait respecter. Mais par contre, on vous demande, si vous faites un travail de recherche, d'indiquer quelles sont vos sources et pourquoi vous dites à un moment donné qu'une corrélation peut être jugée moyenne, qu'une corrélation peut être jugée forte. Donc il faudra citer vos sources. Alors, pourquoi je vous parle des 2 ici? Parce qu'en fait, bah, déjà, j'aime bien Corail et Rouanet, encore une fois, ça ça m'a beaucoup aidé pour mon doctorat à l'époque de trouver cette référence et c'est français, pour une fois, j'ai envie de dire cocorico, quoi, de dire, bah, voilà, on a quand même de la très bonne recherche, en France, pourquoi ne pas se baser dessus? Et puis, aussi pour vous, peut-être, ça peut être intéressant de voir que, bah, dès 0,24, on peut parler d'une corrélation moyenne chez Courroyer et Rouanet, alors qu'avec Cohen, bah, on sera un peu plus exigeant. Cohen est plus exigeant. Alors vous allez me dire, mais pourquoi il est plus exigeant? Pourquoi Courroyer et Rouanet sont moins exigeants? Bah, ils ont une méthodologie différente, et celle de Courroyer et Rouanet est vraiment intéressante. Si vous voulez, vous pouvez lire l'article, je vous l'ai mis à disposition, regardez, si jamais ça vous intéresse, évidemment, tout le monde n'ira pas lire cet article, mais je vous l'ai mis à disposition sur la page d'accueil du site, de mon petit site là, qui est associé à ce cours. Et vous voyez que la deuxième référence, ici, je vous ai mis le PDF de Courroyer et Rouanet. Et vous avez tout l'article, voilà. Donc c'est en français, à part le résumé qu'en anglais, mais c'est en français. Et puis, donc ils vont expliquer, voilà, comment ils vont procéder. Alors c'est un peu, voilà, un petit peu technique, hein, évidemment, tout le monde n'aura pas envie de dire ça, mais c'est quand même intéressant de voir leur méthodologie, de s'intéresser à la manière dont ils arrivent à déterminer ces valeurs seuils dont on se sert tout le temps ensuite en statistique. Et vous voyez, les valeurs que je viens de vous donner sur la corrélation, elles sont issues de ce tableau-là, corrélation linéaire, enfin, ce tableau qui est en page 616, et on a une ligne qui s'appelle corrélation linéaire, donc ça concerne la corrélation, et vous voyez, on va regarder la ligne du haut ici, alors je ne sais pas si dans le PDF, ouais, c'est compliqué, mais vous voyez la valeur de 0,10 que je vous ai donnée, la valeur de 0,24 et la valeur de 0,45. Et en dessous, ce qu'ils mettent entre parenthèses, le 0,30 et le 0,50, bah, c'est les différences, c'est les valeurs de Cohen en fait. Hein, ils le mettent un peu plus haut, là voilà, ils disent les valeurs proposées par Cohen sont entre parenthèses. Donc ils mettent ces valeurs de Cohen ici et ils nous disent voilà, Cohen a dit 0,30, 0,50, mais bah voilà, nous, par nos travaux, on déterminerait plutôt que c'est 0,24, 0,45. Donc à vous de choisir la valeur qui vous intéresse. Alors, peut-être le plus simple pour vous en L3, c'est de dire bah, il y a le manuel de JASP, et dans le manuel de JASP, je vais avoir toujours le même tableau, et du coup, je vais me baser sur ces valeurs-là à chaque fois. Ça, c'est peut-être le plus simple, comme ça évite d'aller piocher à droite à gauche, de devoir changer de référence.
Mais voilà, sachez que bah, si vous avez des résultats qui sont un peu plus faibles, un peu plus bas, bah, ça peut être, oh, pardon, ça peut être intéressant d'aller chercher du côté de Courrier et Rouanet, puisque les valeurs qu'ils proposent sont des valeurs moins exigeantes, moins contraignantes. Ensuite, réalisation d'Enjasp. Enfin, je sais pas depuis combien de temps je parle déjà, on va aller faire le test de corrélation dans JAS. Donc je vais aller dans JAS, je vais supprimer des choses que j'avais commencé à faire ici. J'ai oublié de les supprimer avant de commencer la vidéo. Hop, on supprime tout. Voilà. Alors, dans JASP, donc on a notre base de données, on veut faire une corrélation. Alors on va trouver ça dans le module ici, en haut, qui s'appelle régression. Hein. Je vous ai dit, régression, corrélation, c'est très proche mathématiquement, donc ils ont mis ça dans le même module. On va toujours dans les stats classiques, ça ne change pas, et on va ici, vous voyez que bah, c'est indiqué tout de suite ici corrélation. Donc, j'ouvre le module de corrélation, et bah, tout simplement, je vais aller chercher mes deux variables, mes deux moyennes, moyenne L, moyenne S, et je vais hop, les faire basculer dans le champ à droite qui s'appelle variable. Hein. Donc il nous demande d'indiquer quelles sont les variables que l'on souhaite corréler ici. Et c'est tout ce qu'on va avoir à faire. J'ai juste un peu peur parce que je vois pas. Ah, si, voilà, j'avais pas mon ascenseur, voilà. Donc le tableau est apparu. J'avais peur qu'il n'apparaisse pas, qu'il y ait un petit souci, un petit bug, mais effectivement, il n'y a pas de souci. Euh, le tableau en soi, il est suffisant ici, mais si vous voulez, vous pouvez rajouter une option qui serait taille de l'échantillon. Vous voyez ici, là en bas, il y a marqué taille de l'échantillon. Ben, moi, je vais la cocher parce que bah, du coup, il va vous dire sur combien de personnes il a calculé ça. Alors ici, on sait qu'on a 90 lycéens et lycéennes. On sait, pardon. On sait aussi que il n'y a pas de valeur manquante, on l'avait déjà vu antérieurement, donc on sait qu'on aura une corrélation qui est établie sur 90 observations. Mais c'est pas toujours le cas, et dans certaines recherches, vous pourriez avoir pour une corrélation donnée un certain nombre de personnes qui ont certaines observations, un certain nombre d'observations, et puis pour d'autres corrélations que vous feriez dans la même recherche, s'il y a des valeurs manquantes, par exemple, bah, vous pourriez avoir un nombre différent. Ou ça pourrait être un sous-groupe. Vous pourriez faire des corrélations sur un sous-groupe et il y aurait moins de monde. Enfin, donc c'est quand même bien des fois de savoir exactement sur combien de personnes la corrélation a été réalisée. Donc c'est une petite option, on n'est pas obligé de la cocher, mais elle peut être intéressante pour indiquer qu'on a fait une corrélation sur n égale 90, c'est-à-dire 90 personnes ici. Il vous met le R de. Alors, il vous met plusieurs données, donc il met la valeur N hein, dans chaque ligne. Vous voyez, il y a l'effectif. Donc, il y a une deuxième valeur qui sera le R de Pearson. Alors, ils l'ont mis en majuscule, mais en vrai, il faudrait l'écrire en minuscule. Le R majuscule, on verra qu'on va l'utiliser à un autre moment donné, dans une autre vidéo, on verra ça. Donc, c'est plutôt R minuscule que vous devriez utiliser. Et puis, on va avoir un p-value, donc la valeur de P, de la probabilité, qui va être indiquée. Alors, si vous regardez la manière dont il présente ça dans un tableau, ce tableau, alors déjà on a un tableau unique. Hein. C'est vrai que, par exemple, dans le Q2, j'ai dit il faut au moins deux tableaux, il faut le tableau de stats descriptive et le tableau de statistiques inférentielles. Ici, on n'a qu'un seul tableau parce qu'en fait, toute l'information, à la fois la description de ce qui se passe dans notre échantillon et la statistique inférentielle, la probabilité vont être réunies dans le même tableau. Hein. Donc les deux informations sont dans le même tableau, c'est assez rare qu'on ait tout ensemble, mais c'est le cas ici. Donc, on va avoir un tableau qu'on va appeler une matrice de corrélation, qui va croiser les variables. Vous voyez qu'il met première variable moyenne L, moyenne S deuxième variable, et il les croise en colonne. Vous voyez, vous retrouvez moyenne L, moyenne S. Donc c'est-à-dire qu'il va faire un tableau à double entrée où ce sont les mêmes variables qu'on va avoir à la fois en termes de lignes et de colonnes. Du coup, bah, dans les cases où on voit moyenne L corrélée avec moyenne L, il met des traits. Il met des traits pour dire, bah, on va pas regarder ce qui se passe ici. On va pas regarder, mais en fait, la corrélation, elle a une valeur de le R, il a ici, à la place de ce trait-là, normalement, j'ai une valeur de 1, puisque je cherche le lien entre deux variables qui sont les mêmes. C'est comme si je dis deux frères jumeaux, ils se ressemblent, ou deux sœurs jumelles, elles se ressemblent à 100%, je vois pas de différence, donc la corrélation, elle est de 100%, voilà. Et ben là, c'est la même chose, c'est les deux mêmes choses, donc elles sont corrélées à 100%, et donc ça serait une corrélation de 1, de plus 1 ici qu'on obtiendrait. Comme c'est un tableau à double entrée avec les mêmes variables, eh bien on va avoir
La même chose pour moyenne S, donc c'est la case ici. Moyenne S, eh bien, on a une corrélation où ils mettent un trait, donc c'est quelque chose qu'on fait habituellement, hein, c'est pas quelque chose que JASP fait spécifiquement, c'est quelque chose qu'on trouve, je sais pas, dans des articles scientifiques, quand on voit un tableau de corrélation, les auteurs font ça, en général, ils mettent des traits à la place des 1, parce que on pourrait mettre des 1, hein, évidemment, en termes de R égale 1, voilà, de dire, ok, mais ça n'apporte aucune information, et puis ça alourdit le tableau avec d'autres chiffres. Donc là, l'idée, c'est d'alléger un peu le tableau et de permettre de plus facilement apprécier les résultats, de lire les résultats qui nous intéressent. Donc pareil, hein, la corrélation, elle est de 1, et la probabilité de se tromper, elle serait de 0, j'ai oublié de le dire, mais le P, il serait de 0. Si à la place des traits, on mettait des valeurs, ben, il y aurait un 0 à la place du P, parce que la probabilité de se tromper en annonçant que les deux variables sont très liées, elle est nulle. Les variables, elles sont identiques, donc oui, le lien, il est de 100%, il n'y a aucune probabilité de se tromper. Donc voilà, et puis n, ça serait 90, hein. Donc on pourrait remplacer chacun de ces traits, et, mais ça n'apporterait pas grand-chose. Il y a une case qui est restée vide ici, pardon, excusez-moi, je reviens, voilà. Une case qui est restée vide ici, c'est celle en haut à droite, là, pour la corrélation entre moyenne L et moyenne S. Alors pourquoi il la laisse vide? En fait, en vrai, elle n'est pas vide, elle est remplie aussi, mais il la laisse vide tout simplement parce que bah, une matrice de corrélation, c'est un tableau à double entrée avec les mêmes variables, et du coup, en fait, c'est un tableau qui va être symétrique, c'est-à-dire que cette case qui est vide, c'est la même chose que la case qui est remplie en bas à gauche, c'est celle-ci. Ça va être exactement la même chose, corrélation entre moyenne scientifique, moyenne, enfin, matière scientifique, moyenne et matière littéraire. C'est exactement la même chose, et bah, normalement, on va avoir les mêmes valeurs, sauf que bah, dans JASP, ils se sont dit, bah, on va alléger le tableau une nouvelle fois, et ça sert à rien de mettre deux fois les mêmes choses, les mêmes informations. Ça va être plus simple de lire le tableau si bah, on laisse vide ici. Alors encore une fois, c'est pas les auteurs de JASP qui font ça exclusivement, ou voilà, qui ont inventé cette manière d'écrire les matrices de corrélation. C'est quelque chose qu'on va trouver dans les articles scientifiques, et peut-être que vous en avez déjà croisé certains comme ça dans certains articles. Donc ici, finalement, bah, on croise deux variables, on a une corrélation, et donc on n'a qu'une case qui est remplie. Donc dans cette case, il y a trois données, hein. Il y a l'effectif, 90, il y a le R de Pearson qui est 0,54, et il y a la valeur de probabilité ici qui est inférieure à 0,001. C'est une probabilité qui est de se tromper qui est très faible ici. On n'est pas obligé de l'écrire à 3 décimales. Moi, je crois que dans ma slide, je vais revenir sur ma slide, mais je crois que je l'écris avec 2 décimales, vous voyez, comme ça. Donc je reprends mes résultats. Comme d'habitude, je mets le coefficient statistique qu'on a obtenu par rapport au test. Donc ici, c'est le coefficient de corrélation R. Et puis, je mets la probabilité associée. Donc R égale 0,54 avec P inférieur à 0,01. Alors, je disais, normalement, on doit décrire d'abord ce qui se passe dans notre échantillon, et ensuite, on doit faire éventuellement une inférence si c'est possible. Alors, on va décrire d'abord en regardant ce R égale 0,54. Donc, R égale 0,54, la première chose que j'ai envie de dire quand je vois ce résultat, c'est qu'il est positif. Il est positif, c'est-à-dire que, bah, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand j'ai mis les échelles avec mes petits ronds là, qui évoluaient parallèlement, mais ça veut dire qu'on aurait plutôt ici déjà une tendance à être homogène. Euh, Proche de zéro, ce serait une tendance nulle, il y aurait pas de tendance qui se dégage, une corrélation nulle et pas de tendance qui se dégage dans la population. Une corrélation négative, ça voudrait dire qu'on envisage qu'il y a une tendance à obtenir des résultats contrastés. Eh bien, un résultat de corrélation qui est positif, ça veut dire que c'est plutôt des résultats, d'une tendance à observer des résultats homogènes ici. Donc déjà, première chose, le signe de la corrélation. Donc ici, c'est plus 0,54. Donc ça veut dire qu'on a une tendance à obtenir des résultats homogènes. J'avais oublié de dire tout à l'heure hein, que quand on a des résultats contrastés, quelle pourrait être l'explication derrière? Puisque j'avais donné une explication sur les résultats homogènes, j'avais dit bah, facteur général d'intelligence pourrait peut-être venir expliquer ça. C'est certainement pas la seule explication, mais ça pourrait être pour vous qui êtes dans les études de psycho, qui avez vu, qui connaissez le facteur général d'intelligence, je crois que c'est une des premières choses à laquelle on pourrait penser. Et j'avais oublié de dire que dans les résultats contrastés, quand on a des bons résultats dans un domaine mais faibles dans l'autre, bah, qu'est-ce qui pourrait expliquer ça? Une question de motivation en fonction des préférences de la personne? Voilà, peut-être que ça pourrait être ça, du coup, qui vient de m'expliquer, mais il y aurait plein d'autres aussi explications. Bon,
Alors, il se trouve ici que ça ne sera pas contrasté, mais ce sont des résultats fictifs, évidemment, et c'est peut-être pas la réalité. Mais dans le cas présent, si on doit analyser ça, on va dire que c'est plutôt une hypothèse de tendance à être homogène dans les résultats. Ok, donc première chose, c'est positif. La deuxième chose, c'est que cette tendance, on se demande si elle est faible, moyenne ou importante. Eh bien, référons-nous aux valeurs qu'on a vues il y a quelques instants. Quelles que soient les valeurs, qu'on prenne les valeurs repères de Cohen ou de Rouanet et Corroyer, donc une valeur de 0,54, dans tous les cas, c'est une valeur qui est forte, qui peut être jugée forte. Donc ici, on va dire qu'il existe une tendance forte à être homogène dans les résultats obtenus dans les matières littéraires et scientifiques. Donc, dans notre population, alors c'est ça qu'il faut dire aussi, c'est que ce qu'on observe le 0,54, c'est pas ce qu'on observe de manière, je sais pas, universelle. Ce qu'on observe ici, c'est spécifique à notre échantillon de 90 lycéens et lycéennes de l'année dernière. Peut-être si c'était l'année dernière, on peut imaginer que c'était l'an dernier. 2024, on est allé dans ce lycée, on a demandé les résultats à la fin de l'année. Et puis, euh, et puis on dit, voilà, j'observe une tendance forte des lycéens et lycéennes que j'ai observés dans ce lycée en 2024 à obtenir des résultats homogènes dans les matières littéraires et les matières scientifiques. Ça, c'est valable pour votre population, il faut le contextualiser, c'est ce lycée cette année-là. Mais est-ce que vous pensez que ce résultat-là, il peut être inféré au reste de la population lycéenne française? Est-ce que si je vais à Clermont-Ferrand, si je vais à Pau, si je vais à Chambéry, si je vais à Nantes, est-ce que je vais obtenir des résultats similaires, ou quelque chose qui ne sera pas exactement 0,54, mais qui exprimerait la même idée, c'est-à-dire une tendance forte à être homogène dans les résultats matière littéraire, matière scientifique. Est-ce que j'observerai la même chose? Donc là, eh bien, on va prendre une décision. On va décider soit de dire oui, j'observerai la même chose, mais enfin, soit non, et dans ce cas-là, on va pas l'annoncer. Mais si on décide de l'annoncer, on va avoir un certain pourcentage de risque de se tromper. C'est des statistiques, on n'est jamais sûr, c'est pas tout blanc, tout noir, c'est pas vrai, faux. Voilà, c'est une probabilité que ce que l'on va annoncer soit juste. Donc, si je prends la décision ici d'annoncer qu'il existe une tendance forte à être homogène chez les lycéens et lycéennes dans les résultats obtenus au bac, blablabla, je vais pas finir ma phrase, je commence à fatiguer déjà, à plus avoir de salive tellement je l'ai répété. Mais si j'annonce ça, eh bien, j'aurai une probabilité de me tromper, un risque de me tromper, mais ce risque, regardez, il est exprimé par le P ici, ce risque, il est extrêmement faible. Si vous multipliez ça par 100, eh bien, vous diriez ici que vous avez moins, par rapport à ce que moi j'ai écrit ici, j'aurai moins d'un risque sur 1000, sur 100, moins d'un risque sur 100 de me tromper en affirmant qu'il existe une tendance forte à être homogène chez les lycéens et lycéennes euh, dans les résultats obtenus dans les deux types de matières. Donc ce risque, il est très faible, ce risque de se tromper est très faible et on va accepter de prendre ce risque. Je vous rappelle que le risque maximum qu'on accepterait de prendre, c'est 5%, et donc 5 risques sur 100 de se tromper. Et bien ici, on a moins d'un risque sur 100 de se tromper. Et alors en vrai, hein, si on revient sur JASP et qu'on regarde, en vrai, vous voyez qu'il y avait même une décimale de plus ici dans ce qui était affiché. Donc moi, je l'ai réduit à 2 décimales, mais en fait, c'est d'un risque sur 1000 de se tromper. Vous voyez que la probabilité de se tromper est vraiment très faible ici. Alors, on n'a pas besoin de mettre les 3 décimales, ça suffit de mettre 2 décimales, hein, pour dire que de toute façon, voilà, mon risque, dans tous les cas, il est faible, mon risque de me tromper, donc j'annoncerai ça. Donc finalement, je vais dire qu'il existe dans la population lycéenne française une tendance forte et significative, puisque cette fois-ci, je me réfère au P inférieur à 0,01, forte et significative à être homogène dans les résultats obtenus. J'ai pas mis, mais dans les matières littéraires et dans les matières scientifiques, si vous voulez l'écrire parfaitement. Et entre parenthèses, vous mettrez les valeurs de corrélation avec le P ici. Toujours mettre les deux, hein, toujours le P, ne le mettez jamais seul, le commentez jamais seul, il vient avec un indice statistique. Donc des choses que j'avais déjà dites, hein, évidemment, pour le Qui 2, mais que je répète ici.
Attention, une corrélation se fait toujours, hein, pour finir, voilà, là je finis ma vidéo, mais une corrélation se fait toujours entre deux variables. Donc c'est le lien entre deux variables et s'interprète, hein, j'ai mis d'interprète, une petite faute de frappe encore une fois, s'interprète comme le lien donc entre ces deux variables. C'est le lien qu'on avait vu tout à l'heure, un lien avec une flèche qui va dans les deux sens, un lien de covariance. Voilà, c'est ça une corrélation. Mais ce que je veux dire ici, c'est que c'est que entre deux variables. On peut pas, alors on peut pas évidemment. C'est toujours, dans chaque apprentissage, on apprend les situations de base et après on apprend qu'il y a des choses plus compliquées. Euh, mais disons qu'à ce stade-là de votre apprentissage, on va dire qu'on ne peut pas corréler trois ou quatre ou cinq variables entre elles. Euh, on verra plus tard qu'il y a d'autres façons de faire dans ces cas-là, notamment la question de la régression multiple permettra de répondre à à cette problématique si jamais on veut voir le lien entre 3, 4, 5 variables. Euh, c'est une des façons de faire, hein, il y a d'autres façons de faire. La régression multiple, dans certains cas, on va aussi s'intéresser à des analyses factorielles qui iront un peu dans la même idée, dans le même sens. Mais en tout cas, une corrélation, c'est un lien entre deux variables. Et une matrice de corrélation, donc c'est ce qu'on a vu à l'instant, mais ça réunit un ensemble de corrélations. C'est-à-dire que nous, on a fait une seule corrélation, on lui a demandé une seule corrélation dans cette matrice, donc il n'y a qu'un résultat qui apparaît. Mais vous pourriez très bien dire, par exemple, si je me dis, tiens, j'aimerais bien voir les corrélations entre les... Ah zut, c'est pas ça que je veux faire. Hop, les corrélations entre les items, je sais pas, je vais prendre HAD. Je vais prendre les 14 items d'HAD, l'échelle d'anxiété-dépression. Je les mets dedans et vous voyez que vous allez avoir une matrice de corrélation qui est, je sais pas, je peux dézoomer, non, mais on la voit pas en entier, mais une matrice qui est très grande parce que bah, elle va avoir, c'est un tableau à 14 entrées et les mêmes entrées en colonne et en ligne. Et donc c'est pour ça déjà que tout ce qui est au-dessus de la diagonale va être effacé parce que bon, on le retrouve en dessous de la diagonale. La diagonale, on met des tirets au lieu de mettre des 1 partout en termes de corrélation. Et puis après, bon, hein, on va regarder, alors on va analyser cette matrice en prenant les corrélations une à une. En fait, la matrice, elle regroupe un nombre de corrélations entre deux variables, un grand nombre de corrélations entre deux variables, mais chaque corrélation va être vraiment interprétée indépendamment des autres, hein. Je vais d'abord regarder le lien entre le premier item d'HAD et le deuxième item d'HAD. Donc ça, c'est cette case-là où je vais mettre ma grosse flèche, voilà. Et puis après, entre l'item 1 et l'item 3, ça va être cette corrélation-là, et je vais les faire une à une. Alors évidemment, hein, quand on a une matrice comme ça, on essaye de synthétiser les résultats, on va peut-être pas faire une après l'autre, comme ça il y en a beaucoup, hein. Là, il y a combien? 14 fois 14, 196, moins la diagonale, moins 14, ça fait 184. Si j'ai bien calculé, c'est possible que j'ai fait des erreurs, mais il va y avoir 184, je crois, corrélations ici, donc ça fait quand même beaucoup à analyser. En général, on va plutôt synthétiser tout ça. Mais en tout cas, les corrélations se lisent toujours comme le lien entre deux variables, même si voilà, elles sont dans une matrice où il y a plein de variables, et bien vous les analysez une par une. C'est ça que je voulais dire ici, une matrice de corrélation réunit un ensemble, ouais, encore une fois, une petite faute de frappe, un ensemble de corrélations avec un S, c'est mieux aussi. Décidément, j'aurais vraiment dû relire ma slide. Bon, et bien voilà, c'est là-dessus que je m'arrête. J'espère que euh, vous aurez apprécié cette vidéo et puis je vous invite à consulter les prochaines vidéos.